Bienvenue, Monsieur le Président, à Bonsoir. l'antenne de la télévision rwandaise. Monsieur le Président, tout d'abord, on aimerait savoir, c'est dans quel contexte aujourd'hui que les travaux de Kigali s'enregistrent. Il faut dire que ça faisait presque 2 ans ou 3 ans que le monde traverse une crise sanitaire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la vie a repris. C'est dans quel contexte que vous vous rencontrez avec vos collègues de par les quatre coins du monde? Merci. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour déjà exprimer toute ma reconnaissance au président, son Excellence Paul Kagame, et lui transmettre les salutations de son homologue, le président, son Excellence Alassane Ouattara. Et je voudrais, dans ce même élan, saluer la présidente de l'Assemblée du Rwanda qui nous a réservé un bel accueil. Un pays que nous admirons, que j'admire, et je suis très heureux de me retrouver ici. Le contexte dans lequel se tient aujourd'hui notre Assemblée, comme vous le savez, vous l'aviez vous-même dit, depuis 2 ans, le monde entier est secoué, d'une part, par la pandémie Covid-19, ensuite par les crises entre les différents États, pour exemple la guerre russo-ukrainienne, le dérèglement climatique, autant d'événements qui viennent donc remettre en cause l'ordre mondial au plan économique, au plan géopolitique. Et donc aujourd'hui, c'est une assemblée qui intervient dans un contexte différent. Alors que le thème aurait pu donc se limiter à l'analyse de la position de la femme, mais au regard des différents événements, on se rend compte que la conséquence de ces événements, la composante de la société la plus touchée est la femme. Donc, on peut donc considérer que le thème arrive à propos. Et aujourd'hui, ce thème nous impose une analyse encore plus rigoureuse de la situation de la femme. Je suivais hier à la télévision la situation des petites filles. Et malheureusement, ce sont les pays africains qui sont confrontés à cette situation dramatique. Et on a noté que 28% des petites filles de la population féminine en Afrique, 28% sont exposées, soit au mariage forcé, soit elles sont vendues parce que il y a eu des inondations, soit parce qu'il y a l'insécurité alimentaire, donc la famine, soit il y a eu les guerres et c'est les hommes qui ont payé le prix lourd des guerres. Donc ce sont les femmes, une fois de plus, qui se retrouvent avec des petites filles. Et comme ces petites filles sont souvent obligées soit de faire la prostitution pour pouvoir nourrir leur famille. Donc c'est un cas de conscience. Je considère que cette assemblée a réellement vu juste le thème pour lequel nous sommes rassemblés ici. Je voudrais dire que l'assemblée d'aujourd'hui doit aller plus loin. Nous devons, de la même façon, nous avons observé une solidarité forte lorsque la guerre russo-ukrainienne s'est déclenchée. J'appelle l'ensemble des pays développés, les pays africains, de revisiter nos priorités. Je considère qu'aujourd'hui, et je voudrais féliciter le Rwanda qui met la femme au centre donc de son évolution. En Côte d'Ivoire, on en fait autant. On n'a pas encore atteint le niveau, mais le cap est fixé par le président de la République qui souhaite que dans les 10 années à venir, qu'il y ait une parité, aussi bien au niveau des postes de décision qu'au niveau parlementaire. Mais je reviens pour dire que la situation des femmes ne doit pas s'analyser comme une situation conjoncturelle. C'est une situation qui doit s'analyser, planifier et se gérer dans le temps. Pour cela, il faut une vraie volonté politique. De la même façon, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le fonds de solidarité relativement au dérèglement climatique, relativement aux inondations. Il faut que nous ayons cette même solidarité pour les femmes, pour les filles. Et je crois que
le premier élément qui pourrait donc aider dans la régularisation ou dans l'amélioration de la situation de la femme, c'est l'éducation. Il faut que l'éducation soit une priorité pour l'ensemble de tous les pays. Deuxièmement, il faut que les lois accompagnent la vie des femmes. C'est vrai que nos cultures, nos traditions souvent sont en opposition avec nos textes, mais il faut qu'il y ait une volonté politique et que la femme prenne toute sa place. Justement, Monsieur le Président, nos cultures semblent prendre aussi le devant. Ça occupe souvent la plupart du raisonnement, de même la manière de faire de nos sociétés. Mais vous qui êtes élu du peuple, législateur également, est-ce qu'aujourd'hui les dispositions légales qu'on a dans nos pays sont-elles de nature justement à donner à cette jeune fille, à cette femme, la place de choix qu'elle se doit dans la société? Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs éléments qui montrent que la femme est en train de prendre toute sa place. Premièrement, la loi au niveau du Parlement qui impose que les partis politiques aient dans leur liste, donc, pour les élections, dans la liste des candidats à présenter, 30% des femmes. Vous savez, c'est un processus obligatoire. C'est un processus. Je crois qu'il y a des pays qui ont une avance. Le plus important, c'est de s'inscrire dans la dynamique. C'est une dynamique qui va au bout permettre d'arriver à l'égalité, à la parité. Deuxièmement, toujours donc au niveau des femmes, nous avons créé au niveau du Parlement le caucus, c'est-à-dire qui permet aux femmes donc de se retrouver et de bénéficier donc d'appui technique et financier. Mais ce qui est le plus important que nous devons noter, c'est que les femmes puissent occuper beaucoup plus de postes au niveau de l'exécutif. Vous savez, nos populations n'ont pas encore la maturité suffisante pour comprendre le rôle que peut jouer une femme parlementaire. Par contre, nos populations comprennent que quand une femme est ministre, ça a du pouvoir. Quand une femme est première ministre, ça a du pouvoir. Quand une femme est directrice générale de société, ça a du pouvoir. Donc je crois que pour y arriver, il faut que toutes les composantes de la République, aussi bien au niveau du Parlement que de l'exécutif, que la femme puisse occuper le même taux de représentativité. Si on a 30% de femmes obligatoires au niveau du Parlement, il faut qu'on en ait au niveau de l'exécutif. Je crois que c'est comme ça que tout doucement, nous allons donc évoluer vers la parité entre femmes et hommes. Moi, je suis contre le principe de la politique du genre parce que je ne vois pas de différence entre la femme et l'homme. Dans ma vie antérieure, moi je suis chef d'entreprise avant d'avoir été élu. Sur 1000 employés que dans ma vie antérieure, il y avait 550 hommes, 450 femmes. Mais au niveau des pôles de décision, le rendement était le même. Donc je considère que déjà, vouloir même créer l'égalité, de mon point de vue, ça n'a pas sa raison d'être. Il y a une égalité naturelle. C'est vrai qu'au plan anatomique, on n'est pas pareil, mais au plan de la compétence, au plan du caractère de la démarche intellectuelle, il n'y a pas de différence à avoir une femme présidente, première ministre, PDG, ambassadeur. Donc pour moi, il faut arriver à l'égalité, point barre. Il faut arriver à l'égalité. Qu'on sorte de ce principe d'égalité de genre. Non, c'est une égalité naturelle. C'est un droit inaliénable. Voilà. Donc pour vous, vous n'êtes pas de l'avis de ceux-là qui pensent que la question du genre, l'égalité entre l'homme et la femme, ça doit être un avantage accordé à la femme. Avantage accordé. Je suis contre le fait qu'on dise que c'est un avantage accordé à la femme. C'est un droit qui n'a pas été respecté. Donc, il y a eu une discrimination. Il faut donc l'accepter. Les hommes doivent assumer la responsabilité de l'échec de la promotion de la femme. C'est un échec né effectivement de nos
tradition aussi bien européenne, américaine qu'africaine, née de nos cultures, née de l'histoire. Donc c'est tout un ensemble, mais il faut l'accepter. Sinon, on n'accepte pas que, dès le départ, que c'est un échec, que nous nous sommes trompés en mettant la femme en arrière. Mais qu'à la vérité, ce n'est pas un avantage qu'on leur offre aujourd'hui. C'est un retard qu'on doit rattraper. C'est pour ça qu'il faut accélérer le processus. C'est un processus, il faut l'accélérer. Et pour cela, il faut une volonté plus forte. Et j'en appelle à l'ensemble de tous les présidents, à l'ensemble de tous les décideurs du monde entier, à en faire une priorité. Parce que la femme, vous savez, toutes les grandes sociétés du monde qui arrivent à garder la stabilité des pays part de la stabilité des familles. Quand les familles sont stables, le pays est stable. Mais la stabilité d'une famille repose essentiellement sur la femme. Le socle de la stabilité repose sur la femme. C'est pour ça qu'il faut multiplier l'éducation. Parce qu'une femme bien formée, c'est un pays bien formé. Et je crois énormément à l'engagement de la femme. Je crois énormément au caractère humanitaire de la femme. Et je crois en sa compétence. C'est pour cela que je suis un artisan de la promotion féminine. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'éducation. Je reviens un peu plus sur le continent africain, peut-être pour être beaucoup plus précis. Nombreux sont ceux-là qui pensent que l'éducation sur le continent africain ne s'adapte pas forcément aux réalités nouvelles que nous connaissons et qu'il va falloir avancer, il va falloir ajuster les choses. C'est quoi aujourd'hui le rôle des parlementaires que vous êtes, des élus du peuple que vous êtes? Parce que c'est au quotidien que vous vivez avec cette population, mieux que même ceux de l'exécutif. Vous connaissez leurs desiderata. C'est quoi la démarche aujourd'hui pour que l'éducation qui passe par tous les domaines de la vie puisse s'adapter aujourd'hui aux réalités du monde? Pour moi, il y a deux axes. Il y a un axe que vous avez bien développé ici au Rwanda, c'est l'économie numérique. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle. Vous voyez, nous avons des États en construction, en devenir en Afrique. J'ai eu la chance de visiter la Chine, la Turquie, le Brésil, et tous ces pays émergents ont reposé essentiellement leur développement sur les ressources humaines. Mais 80% de la ressource humaine est qualifiée. Donc c'est la formation professionnelle. En Afrique, nous avons fait l'option de la formation générale. Oui, je suis d'accord qu'il y ait la formation générale. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des chercheurs. Oui, je suis d'accord qu'il y ait de grands avocats. Oui, je suis d'accord qu'il y ait de grands juges. Mais ce qui caractérise le quotidien de la population africaine, c'est le bon ouvrier qualifié qui sait poser le carreau. C'est le bon ouvrier qui sait poser les toits. Donc des connaissances qui répondent à nos besoins. À nos besoins, qui sont en adéquation avec les attentes de nos populations, qui sont basiques. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est au niveau de la santé, avoir de bons infirmiers capables de pouvoir donc faire les premiers soins, de pouvoir diagnostiquer, sans forcément faire de grandes études de médecine. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, on ne peut pas pour chacun de nos travaux faire appel toujours à l'extérieur. Je ne suis pour le partenariat, mais le partenariat doit reposer sur les compétences de nos États. C'est pour cela que j'en appelle à la formation professionnelle. C'est une issue non négociable pour l'Afrique. Mais l'autre chose qui est essentielle à l'Afrique, c'est l'économie numérique. Regardez avec quelle allure l'Afrique, jusque dans les villages, on a connu le mobile phone, le téléphone mobile. Ça a été une croissance, je dis, spectaculaire, exponentielle. Mais dès lors que nous avons pu bénéficier pour une fois d'une trouvaille occidentale,
nous nous sommes appropriés et nous en avons fait un outil, un instrument de notre vie. Vous prenez là, chacun un portable. Vous faites une réunion, ce n'est plus un luxe. Je dirais, c'est vraiment le terme est approprié, c'est un portable. C'est l'accompagnateur de chacun de nous. Mais il faut le transformer. Il ne faut pas que ce soit un accessoire. Il ne faut pas que ce soit un instrument de jeu. Il faut que ce soit un support. Un support à partir duquel on peut définir des axes. La formation à distance, parce que chacun a un portable, et cette formation peut se faire dans nos langues vernaculaires. Former un maçon, former un mécanicien à travers donc l'économie numérique. Nos villages qui sont lointains, nous n'avons pas les moyens d'installer des hôpitaux, mais on a la possibilité de vous consulter à distance. Avec l'économie numérique, on a la possibilité de former nos populations avec l'économie numérique. Chacun a un portable. Donc, je considère que même notre agriculture, on peut former nos agriculteurs au lieu de faire une production extensive, il faut faire une production intensive en leur expliquant qu'on peut fournir 10 tonnes sur un hectare au lieu d'utiliser. Donc ça peut aider pour la lutte contre la déforestation. Donc je considère que nous avons entre nos mains un instrument, mais pour y arriver, on a un autre problème. C'est la crise énergétique qui frappe de plein fouet l'Afrique. Parce que pour avoir l'Internet sur l'ensemble des territoires, il faut bien qu'il y ait l'énergie partout. Mais la même Afrique, vous dites, qui a un potentiel énorme en ressources. Oui, exactement. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, parce que justement, il faut une volonté pour sortir de cette dépendance. On ne peut pas, en même temps que les Occidentaux, les Américains, les Chinois, pendant 40 ans, ont utilisé le charbon, le gaz, enfin tout ce qu'on veut pour se créer assez d'énergie, et qu'aujourd'hui, l'Afrique soit obligée d'aller vers les énergies renouvelables, alors qu'elle dispose de matières premières qui peuvent lui permettre d'avoir une vraie cartographie énergétique. Donc, je considère qu'il faut une mutualisation réelle africaine pour permettre à ceux qui disposent de l'eau, de gaz, de pouvoir produire l'énergie pour l'ensemble des Africains. C'est une question de mutualisation. C'est pour cela que ce genre de sommet doit interpeller l'ensemble de tous nos responsables pour que nous allions vers une vraie union. L'union, elle peut être énergétique. L'union, elle peut être numérique. On peut définir des axes sur lesquels une union doit se faire pour permettre, aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne nous a permis de voir que l'Italie dépend à 90% du gaz de la Russie, que l'Allemagne dépend à 40%. Mais vous avez vu tout de suite comment l'Union européenne s'est organisée pour pouvoir faire face à ce déficit en termes de gaz. Il y a ce déficit en Afrique de pouvoir parler d'une même voix, alors que nous sommes des micro-États. Il faut que nous y arrivions. Monsieur le Président, peut-être pour terminer, tout ce que vous avez dit là, ça demande un investissement ou des investissements et des investissements conséquents. Est-ce qu'aujourd'hui, les élus du peuple, parlementaires que vous êtes, c'est quoi comment est-ce que vous amenez l'exécutif à pouvoir justement investir ou à attirer des investissements dans les besoins premiers de la population? C'est simple, je prends le cas de l'énergie. Il faut que l'Afrique déjà offre une stabilité politique aux investisseurs. Quelle que soit sa nationalité, l'investisseur a besoin de garantir son investissement dans la durée. La stabilité est importante. Le renforcement de la démocratie qui apporte la stabilité est important. La sécurité, aussi bien la sécurité juridique, la sécurité militaire, la sécurité donc économique attire les investisseurs. Parce qu'il ne faut pas croire, si vous réunissez tous les éléments et que vous disposez de la matière première, mais les investisseurs viendront. Parce que vous êtes une ressource, vous êtes une source
de produits, de ressources à venir. Parce que si on vient produire l'énergie avec vos ressources, mais ceux qui payent l'énergie, c'est les consommateurs nationaux. Et ça profite à celui qui investit. Donc l'investisseur, il est préoccupé par certains indices et l'Afrique doit donc comprendre que pour attirer l'investissement, qu'il soit national ou étranger, il y a des facteurs essentiels à la mise en œuvre de ces investissements. Donc l'investissement va là où il y a la stabilité, là où il y a la sécurité juridique et militaire. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps.